Bonjour à tous et on vous souhaite un excellent week-end. Alors Marion et moi avons pris l'initiative, on a décidé ça il y a une semaine, 2 semaines. On s'est dit, alors l'Apple Keynote arrive le 9 septembre, donc mardi. Moi je vais la commenter en direct avec l'équipe d'Upload pour la version audio. Mais on s'est dit que ça serait sympa si on faisait un petit after keynote. Parce que c'est un exercice qu'on fait, de toute façon on s'appelle généralement, où on se voit après la keynote et puis on commente tout ça. Donc on va filmer ça dans mon salon, comme on avait fait l'Insider. Et alors aujourd'hui au déjeuner, on s'est dit, mais si on fait un after keynote, il faut peut-être qu'on fasse un before after keynote. C'est-à-dire faire le tour de toutes les rumeurs qu'il y a déjà autour de cette keynote. Et c'est vrai qu'il y en a pas mal. Il y en a un paquet, oui. Alors, si vous êtes un Apple hater, qu'il n'y a que Android et le petit robot vert pour vous, je vous suggère fortement d'arrêter tout de suite cette vidéo, parce que ça ne va pas vous intéresser, ça va vous agacer encore plus. Parce que là, on va vraiment faire un peu les Apple fans. Bon, on va garder la tête sur les épaules, on va essayer quand même. Oui, toi, t'es un peu moins Apple fan que moi. T'as été Lumia fan à une époque. Ouais. Mais voilà, ça risque de vous énerver parce que comme d'habitude, Apple, c'est exactement comme une effeuilleuse, une stripteaseuse, ne dévoiler que certaines petites choses, entretenir ce mystère qui fait qu'on est tous là à supputer des choses, à dire est-ce que ça va être ça. Ouais, il faut monter la pression. Ils sont quand même très très forts sur leur manière de monter la pression, d'autant plus quand même que le lieu où va avoir lieu cette keynote est hautement symbolique, puisque c'est le Flint Center à Cupertino, et le Flint Center, historiquement, c'est l'endroit où a été présenté le premier Macintosh. Donc, on imagine qu'ils vont annoncer un nouveau produit. Une nouvelle gamme de produits. Tout ça encore, c'est des supputations. Vous allez souvent entendre ce mot, nous supputons. Mais donc, on va bien voir où tout ça nous mène. Je te propose, Marion, on va faire un petit peu le tour des rumeurs, les commenter. On va déjà commencer par l'iPhone, qui a priori sera un iPhone 6. Ça m'étonnerait qu'il l'appelle l'iPhone Asperge. Enfin, on n'en sait rien, mais peut-être. Oui, donc, il est peu probable qu'il change de nomination. A priori, ça va être l'iPhone 6, qui va être en 2 modèles, ou plutôt 2 tailles. Ouais, 2 tailles d'écran, a priori. Enfin, en tout cas, les premières rumeurs, c'était ça. 2 tailles d'écran pour l'iPhone 6. Donc, la première résolution, ça serait plutôt du 4,7 pouces. Donc, en gros, c'est pas beaucoup plus grand que l'iPhone en lui-même, mais c'est plus grand que l'écran actuel, c'est-à-dire qu'ils vont rogner sur les bords. Ici, on a pas mal de bords en haut et sur les côtés, donc ils vont gagner de l'espace là-dessus, et ça va être donc légèrement plus grand que l'écran actuel. Et la deuxième taille, c'est du 5,5 pouces, donc là, ça serait pour un iPhone 6L. C'est ce qui se dit. Comme large. Donc, voilà, donc attention, 5,5 pouces, c'est tout autre chose. Ça tient plus de la phablette, même si moi, personnellement, j'aime pas trop ce terme. Et ça, c'est la même résolution que, par exemple, le Galaxy Note de Samsung. Donc moi, petite main, enfin main normale pour ma taille, je vais pas pouvoir le tenir d'une main, moi, c'est a priori. Ouais. Moi, j'ai le Galaxy Note, je peux pas l'utiliser en mobilité avec une main. Ouais. Et justement... Justement, Apple aurait prévu un mode d'utilisation à une main. Donc, ils adapteraient l'interface, a priori, pour permettre une utilisation à une main de cette phablette de 5,5 pouces. Donc, c'est assez intéressant, surtout que Apple s'y connaît dans le domaine de l'accessibilité, vu qu'ils ont déjà fait pas mal d'efforts avec iOS 7 en termes de lisibilité, avec le travail sur la typographie, sur le contraste, etc. Tout ça, on y a accès dans les paramètres actuels de l'iPhone, donc ça serait logique. Ouais, a priori, ce mode sera un mode désactivable. Ouais. On se demande vraiment ce que ça va être. Est-ce que c'est toutes les touches de votre clavier qui basculent à droite ou toutes les icônes pour pouvoir utiliser avec le pouce quand vous portez la phablette? Moi, j'ai pas de souci avec le terme phablette. Sinon, on peut appeler ça un tablettophone, mais ça serait l'Académie française. Donc, à voir ce que c'est. Au niveau du form factor, là aussi, c'est nouvelle génération, un nouveau numéro, donc il ressemble... Il y aurait une évolution là-dessus aussi. Actuellement, on est plutôt avec une petite savonnette rectangulaire qui glisse merveilleusement bien sur vos tables basses pour une belle chute. A priori, on aurait des bords arrondis. Donc, ils arrêteraient en effet de partir sur cette forme vraiment rectangulaire avec ces chanfreins, ces petits angles qui prennent pas mal de pètes en vieillissant.
Hein. Oui. Voilà, témoin, la couleur Space Gray vieillit. Ouais, c'est vrai que, pour le redire, on l'a beaucoup dit dans nos tests, l'anodisation, c'est-à-dire pour les couleurs Space Gray et Gold, a priori ces couleurs-là d'ailleurs vont pas changer. C'est vrai que le problème de l'anodisation, c'est que c'est une couleur qu'on ajoute sur le métal, donc c'est une couche, et que les arêtes très fines du form factor du 5 ont tendance à prendre des pètes et à s'abîmer. Et avec des bords arrondis et une certaine finesse, hein, un peu comme moi, bords arrondis, finesse, la peinture va s'écailler beaucoup moins. Donc je pourrais peut-être prendre un Space Gray Cherry sans qu'il s'abîme trop, quoi, parce que j'aime beaucoup le Space Gray. Moi, le mien, il vieillit très bien. Mais en tout cas, voilà, moi qui trouvais le form factor de l'iPhone actuel pas vraiment ergonomique, parce que ses angles, ça ne se prête pas vraiment à la forme de la main. Moi, quand je le tiens, j'aime bien avoir quelque chose qui épouse la main, qui soit donc ergonomique. Surtout qu'avant, j'avais un Windows Phone, un Lumia, que j'aimais beaucoup, qui avait donc cet écran qui était légèrement incurvé sur les bords pour se fondre dans la coque qui était, elle, arrondie sur les bords. Donc c'était vraiment super. Ça a affiné aussi la forme du téléphone, du smartphone. Mmh. Et donc pour moi, c'est une vraie bonne nouvelle de tomber plutôt sur des bords arrondis. Pour moi, c'est une vraie amélioration. Tout à fait, et puis ça va renforcer la finesse de l'ensemble. Ouais. Pour terminer peut-être sur le design, ce qui a l'air de se confirmer, c'est des espèces de lignes au dos qui seront en fait dans une autre matière que l'aluminium pour laisser passer les antennes. Ouais, pour l'antenne, ça ressemble un petit peu à ce que HTC a fait avec le HTC One. Moi, je déteste pas, ça va dépendre un petit peu de la matière qu'ils vont utiliser pour faire ce rainage. Là encore, on pourra vraiment en parler quand on l'aura en main. Oui, personnellement, moi, les clichés, je les trouve assez décevants pour le dos. Après, voilà, comme le dit Jérôme, tant qu'on l'a pas vu en vrai, c'est difficile de se faire une idée sur la qualité du matériau. Donc voilà. Encore une fois, à voir une fois la sortie annoncée. Au niveau de la photo, il y a peu de choses qui ont leaké. On imagine peut-être que Apple va augmenter la taille des pixels, enfin passer du 13 mégapixels. Moi, personnellement, en tant qu'amateur de photo, je préférerais plutôt une augmentation du capteur, parce qu'on sait que c'est vraiment la taille du capteur. Ils l'ont fait pour le 5S, donc pourquoi pas continuer, Apple, à augmenter votre capteur. Après, c'est sûr qu'on va pas mettre un capteur 1.1 dans un smartphone, mais voilà, un meilleur capteur, ça serait pas mal. Je suis pas sûr qu'ils augmentent les mégapixels. On verra, c'est vrai qu'aujourd'hui, du très haut de gamme chez Sony monte jusqu'à 20 mégapixels. C'est presque ridicule avec la taille du capteur. Attention, je suis pas en train de dire que c'est un mauvais appareil photo chez Sony, hein, parce qu'ils savent y faire en photo. Mais bref, une autre petite chose peut-être qui va arriver avec l'iPhone 6, c'est la stabilisation optique. Ça serait vraiment bien, parce que la stabilisation optique permet d'enlever les micro-vibrations qu'on peut avoir quand on prend une photo en basse luminosité. Donc ça serait une bonne chose. Et la dernière chose, c'est justement avec cette forme arrondie, il semble que l'objectif soit proéminent, et donc qu'il y ait une petite bague métal autour de l'objectif qui pourrait éventuellement aider à mettre d'autres objectifs sur son iPhone. Je ne pense pas qu'Apple développera d'autres objectifs, mais ça peut permettre à des constructeurs tiers de nous sortir des petits objectifs qui du coup seraient bien mieux alignés avec l'optique de l'intérieur de l'iPhone avec cette bague, même si l'attache serait magnétique ou je sais pas quoi. À voir si c'est fait pour ça ou on verra bien. Oui, on en a déjà parlé dans Nip Life, le podcast dans lequel tu es apparu. Tout à fait, sur les petits objectifs, et ça serait bien. Nip Life, où j'ai fait un spécial photo smartphone où donc que je vous conseille d'aller écouter. Au niveau de la forme, il y a le Touch ID, a priori, il y aura un petit changement ? Oui, tout à fait, le Touch ID là qu'on connaît maintenant, avec lequel on est familier avec l'iPhone. Donc il serait légèrement plus grand sur l'iPhone 6, ce qui permettrait une meilleure fiabilité et moins donc d'échecs de nouvelles tentatives pour essayer d'accéder, d'ouvrir l'iPhone. Donc c'est une bonne nouvelle, même si la technologie s'est quand même bien peaufinée, il y a eu pas mal de mises à jour, donc voilà, ça marche de mieux en mieux. Moi j'ai encore quelques soucis avec, même après avoir rentré 2 fois l'empreinte de mon pouce pour avoir une meilleure chance de succès, j'ai quand même des erreurs. Donc voilà, c'est une bonne nouvelle pour moi. Moi, je suis de
plus content qu'avec le Touch ID que je ne l'étais au début quand j'ai eu l'iPhone 5S. Les mises à jour qu'ils ont faites m'ont plutôt satisfaite. Faut vraiment que j'ai les doigts mouillés ou très froids pour que ça marche pas. Et je me suis remis à l'utiliser beaucoup. Je compose quasiment plus mon code. Après, s'ils élargissent le capteur, ça sera encore mieux. Donc, why not? Maintenant, le problème, c'est l'iPad. Parce que maintenant, on confond l'iPad, on essaie de mettre le pouce en espérant pouvoir l'ouvrir. Moi, je suis là. Pourquoi il se passerait? Ah merde, je suis sur mon iPad. Voilà. Ouais. Donc, autre petite nouveauté, arrivée, ça serait le NFC, donc une technologie qui existe quand même depuis un bon bout de temps, qui est présent sur, je pense, tous les Android ou la plupart des Android. Oui, Windows Phone aussi. Voilà. Et donc, Apple reviendrait sur ce point et donc implémenterait la technologie dans l'iPhone 6. Après, soyons francs, ils n'ont jamais dit qu'ils l'implémenteraient jamais, mais c'est vrai que ça fait quasiment 2 iPhones où on attend que le NFC arrive, et on en avait presque conclu, et moi le premier, qu'ils n'implémenteraient jamais cette technologie, qu'ils voulaient la flinguer. Il y a une rumeur. Ça a quand même pas mal freiné le développement de cette technologie et la démocratisation des usages avec le NFC. Donc c'est pour ça que c'est quand même a priori une bonne nouvelle, surtout qu'ils auraient signé quelques beaux partenariats avec les banques majeures. Ouais, American Express, Visa, Mastercard. Enfin, pas des banques, mais enfin oui, des systèmes de paiement. Là où Apple a peut-être un gros avantage par rapport, on va dire, à la Galaxy Android, sans mauvais jeu de mots, c'est que c'est vrai qu'Apple a, avec iTunes, déjà une belle collection de cartes bleues, que tout hacker dans le monde envierait. Une belle collection, une certaine connaissance des paiements. Après, c'est vrai que, sans partir trop là-dessus, Apple est un peu dans la tourmente au niveau de la sécurité depuis 2-3 semaines. Même si au niveau des données de carte bancaire, en tout cas, moi, je ne me rappelle pas d'avoir eu des leaks là-dessus ou une crainte à laisser mes coordonnées de carte bancaire. Non. Bon, après, à voir, parce que c'est vrai que ça va peut-être être le truc difficile dans cette keynote. D'ailleurs, une rumeur que vous n'aurez entendue que sur Nowtech TV, il est probable que Jennifer Lawrence fasse une apparition à la keynote pour venir nous parler de sécurité sur le cloud. Non, en fait, je devrais pas rire avec ça parce que c'est quand même une histoire très sordide. Mais c'est vrai que, bon, tout ça pour dire, ils sont quand même un petit peu dans la tourmente sur ce sujet-là. C'est pas les seuls fautifs, hein, il y a après d'autres problèmes. Mais revenons sur le NFC. Moi, j'avoue que le NFC en paiement mobile, j'attends de voir, c'est pas ce que j'attends le plus du NFC. Je sais que le NFC me manque beaucoup dans l'iPhone, plus pour une question encore photo. On a le Sony RX100 qu'on utilise, qui a un NFC qui permet, tu fais ça, et la photo, elle se met direct dans ton smartphone, et tu peux la balancer sur Instagram. C'est plus facile que de créer une connexion Wi-Fi avec son smartphone. Donc moi, c'est pour ça que j'attends le NFC. Parlons un petit peu de batterie, parce que ça, la batterie, c'est quand même le truc dont on souffre tous. Et ça, je crois que nos amis Android, les fans de la pomme et les Windows Phone et autres, c'est peut-être le problème du siècle, le problème de notre temps. C'est le manque de batterie, des batteries trop courtes. Moi, je sais que je souffre avec mon 5C en ce moment. C'est vrai que je joue à Ingress, qui est un sus-batterie comme j'en ai jamais vu. Mais quand même, je tiens plus la journée. Ouais, même au-delà de ça, les batteries ont beau s'améliorer à chaque release. Il faut dire que à chaque release, les smartphones augmentent les usages. À chaque lancement, on va se faire attaquer par l'Académie française. À chaque lancement, il y a des nouveautés, des nouveaux usages qui se développent sur les smartphones. C'est vrai que l'année dernière, il y avait l'arrivée du coprocesseur M7 qui a développé les usages du Quantified Self, des nouvelles applications installées sur son smartphone. Donc du coup, on l'utilise de plus en plus. Donc même si on a des meilleures batteries, on a des écrans qui balancent plus de lumière, une meilleure résolution, plus de pixels, etc. Donc en fait, ça bouffe autant la batterie. Et même si on en a une meilleure, on n'a pas une durée de vie de la batterie assez longue. Et la mienne ne dure pas plus d'un jour. Les modèles de smartphones qui permettent de durer plus d'un jour sont très rares. Il y a certains Android qui ont des meilleures batteries. Et là, justement, l'augmentation de la taille, même si, je suis d'accord, l'écran va augmenter aussi, mais ça permet quand même d'embarquer des batteries plus grosses. On parle de 2915 mAh pour la version 5.5, donc le phablet. Là, c'est de la grosse batterie quand même. Moi, je ne me rends pas compte, mais c'est de la grosse batterie. Donc ça devrait permettre vraiment de tenir la charge.
Après, c'est à peu près normal parce qu'un 5.5, je pense que c'est surtout destiné aux gens qui n'ont pas un iPad, qui aiment jouer aux jeux vidéo. C'est vrai qu'un iPhone, c'est un peu petit pour jouer aux jeux vidéo. Et là, la forme phablette serait idéale. Et donc là, tu as besoin de batterie. Si j'ai une tablette, je me vois mal avoir un iPad mini ou Nexus 7. Bon, peut-être un iPad à la rigueur, mais c'est un poil redondant. C'est un poil redondant, tout à fait. Et il y aurait, alors tout ça, c'est des rumeurs, 1810 pour la version plus petite de l'iPhone 6, donc le 4,7. Voilà pour la batterie. En tout cas, nous, on a de gros espoirs pour la batterie parce que c'est vraiment aujourd'hui le talon d'Achille de tous ces smartphones. Oui, de tous. Il y en a vraiment. Enfin, pour l'instant, il n'y en a pas qui se détachent. Moi, je sais que le jour où il y a un smartphone qui dure une semaine, de bonne qualité, qui dure longtemps, ben voilà, c'est un atout indéniable. C'est clair. Au niveau du stockage, on annonce peut-être du 128 Go. Utile, pas utile. Moi, je sais que j'ai pris un 64 pour le 5C parce que je voulais faire beaucoup de vidéos avec. Donc, je ne le regrette pas, mais il n'est pas impossible que je revienne à 32 Go. Parce que de plus en plus, j'utilise le cloud. J'attends de savoir ce que Apple va annoncer avec son nouveau système de flux de photos. Parce que là, peut-être qu'on aura besoin de plus de stockage pour pouvoir bien gérer son flux. Mais 128, ça me paraît un peu énorme, à moins d'être vraiment un baroudeur qui peut jamais... Puis alors là, le prix... Oui, puis alors... Alors, le prix du 5.5 avec 128 Go de mémoire... Allez, je vous fais ça, c'est du 1300-1400 là, les prix d'un ordi, et d'un bon ordi, qui poutre. Ça reste des rumeurs et des suppositions, mais c'est vrai qu'un 128 Go, Jérôme et moi, on est quand même des utilisateurs intensifs de smartphones. Moi, je souffre avec mon 16 Go. Je peux même plus synchroniser de musique, les photos n'en parlons pas. Voilà, bon après, moi je travaille dans les applications mobiles. Jérôme, lui aussi, il fait beaucoup d'émissions là-dessus. C'est un curieux. On teste beaucoup. Voilà, on teste énormément d'applications. Donc voilà, moi je peux plus faire de mise à jour sans supprimer la moitié de mes applications. Donc c'est assez pénible. Donc il est sûr que le prochain, ça sera un 32. Par contre, au-delà, aujourd'hui, il y a quand même pas mal de solutions de cloud et de synchronisation. Je pense que d'ici quelques années, ça va encore plus s'étoffer. Il y aura, des organisations, des applications peut-être qui vont merger tous ces services de cloud pour avoir créé un espèce d'espace unique. Donc, on aura d'autres alternatives. On verra. Au niveau des écrans, alors beaucoup de choses ont été dites sur des écrans saphir. L'écran saphir, c'est une nouvelle matière synthétique, c'est pas du vrai saphir, qui serait beaucoup plus solide que le Gorilla qu'on a actuellement sur les iPhones et beaucoup de smartphones d'ailleurs sur le marché, avec beaucoup d'avantages, déjà quasiment inrayable, il faut vraiment y aller au marteau-piqueur pour rayer, souple, relativement souple, et qui permettrait en plus d'avoir des surfaces plus fines, donc d'avoir vraiment un peu comme certains smartphones où ton image, il y a très peu d'épaisseur entre l'écran et ton image. Les dernières rumeurs tendraient à dire que le saphir ne va pas être implémenté sur les iPhone 6, peut-être sur une éventuelle montre, mais qu'ils auraient trop de problèmes de production pour suivre avec des écrans saphir. Peut-être que ça sera sur un ou des deux modèles, on n'en sait rien, à voir. Ça reste à voir, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de rumeurs de problèmes de production, c'est pour ça que peut-être que les stocks d'iPhone 6 ne seraient pas aussi élevés qu'on l'espérait, mais bon après, voilà, ça reste vraiment pour le coup des suppositions à voir. Dernière chose, il y a eu beaucoup de rumeurs sur un éventuel USB réversible, alors c'est pas ça qui va changer encore une fois, Ça, la prise Lightning, c'est Lightning ou Thunderbolt? Je confonds toujours. Non, Lightning. Non, c'est la Lightning. Ça va pas changer. En fait, ça serait cette partie-là de l'USB qui, en fait, la partie en plastique, permettrait de brancher des deux côtés sans regarder comment on branche son USB. Je crois que ces rumeurs-là sont un peu essoufflées, on n'en parle plus trop. Donc, USB réversible, why not? Mais, j'ai envie de dire. Voilà. Le fait de pouvoir brancher dans les deux sens une prise qu'on n'ait plus à chercher le sens, c'est bien, mais bon, l'USB... Sur un petit trouillou, je dis pas, sur un gros trouillou, mais c'est vrai que constamment, je la branche à l'envers. Oui, voilà. Constamment, je la branche à l'envers, c'est vrai. C'est presque la loi de Murphy. C'est pas faux. On a fait à peu près le tour des rumeurs autour de l'iPhone 6. Le prix... Alors, parlons un petit peu du prix. Moi, je pense qu'on va pas avoir ni de bonnes ni de mauvaises surprises.
sachant que les prix Apple sont toujours de mauvaises surprises. À se demander si d'ailleurs Apple ne va pas commencer à vendre ses iPhones dans des bijouteries, hein, parce que ça devient des trucs de luxe. Moi, je pronostique l'entrée de gamme du 6 4,7, donc le petit iPhone 6, je le pronostique aux alentours de 700 €. Bien sûr, je parle de prix non financés. Ouais. Ça, c'est important à comprendre. Les prix que Apple va citer dans sa keynote, c'est des prix avec un abonnement. Hein, oui, avec des opérateurs qui, voilà, qui se servent grassement. Moyennant un abonnement, voilà, vous propose un smartphone un peu moins cher. Donc moi, je dis 700 pour le petit, 800 pour le grand, avec 16 Go de RAM. Avec 16 Go de mémoire. C'est pas un MacBook Pro. Hein. Oui, pardon. Donc je pense qu'on va pas... Ce qui est hyper cher quand même, c'est... Mais il faut le dire, ça devient délirant, hein, ces prix-là. 700 €, enfin voilà, pour la plus petite capacité déjà. Donc quand moi je dis que les 16 Go je peux pas, mais 700 € de smartphone à 7 Go, je peux encore moins. Parce que moi il me faut pouvoir travailler, pouvoir avoir plusieurs applications. Donc à 32 Go, ça va encore prendre dans les 800. Peut-être pas, hein, peut-être qu'ils vont quand même baisser un petit peu. J'y crois pas trop. Je crois que l'expérience du 5C, Apple nous a montré que même quand ils faisaient un téléphone, on va dire, dans les composants moyen de gamme, ils le mettaient à un prix haut de gamme. Voilà, c'est leur secteur. Et j'ai envie de dire, Apple tient probablement le raisonnement que tant que ça se vend à ce prix-là, je continue. Et ils auraient tort de changer. Ouais, mais moi, avec la sortie du Moto X, là, dernière génération annoncée à l'IFA, hein, je crois, j'étais déjà assez séduite par la première génération, mais le Moto Maker n'était pas disponible. Le Moto Maker, c'est l'espèce de petite interface qui vous permettra de customiser votre smartphone avec les matériaux, les couleurs, etc., ce que vous voulez. Et en fait, il va être disponible en France là, pour la nouvelle génération. Donc, il me fait vraiment très envie. Et pour le coup, ça serait l'occasion d'avoir un Android. Donc, de toute façon, on va s'équiper Android. Si les prix augmentent, à un moment donné, les gens vont peut-être se poser des questions. Ouais, moi, je sais que je suis aussi très intéressé par la sortie du prochain Nexus. Ouais. D'ailleurs, je le dis, on le redira à la fin, mais on fera peut-être aussi une émission After Keynote. Google étant fait une conf en Inde le 15 septembre. Peut-être qu'ils vont annoncer le prochain Nexus. Et à ce moment-là, on fera aussi un petit format talk sur Nowtech TV pour vous parler de tout ça. Dernière chose pour clôturer l'iPhone avant de passer à une éventuelle iWatch, on l'a appris hier, un designer de renommée mondiale, que moi je ne connaissais pas, mais Mark Newson, rejoint Apple. Il va travailler avec Johnny Ive, qui lui est connu, sur l'extension de gamme. Ça nous a amené, nous, la réflexion suivante, c'est que quand même, ils ont débauché, alors je prends les noms, Ben Schaffer de chez Nike, Angela Andretz de Burberry, et Paul Deneuve de Yves Saint Laurent. Je crois que c'est clair qu'Apple se lance sur un nouveau marché et veut comprendre, et c'est pour ça que ça fait une bonne transition avec l'iWatch. Je pense que ce que Apple a très bien compris sur un éventuel wearable, c'est que oui, ça doit être un objet technologique, mais c'est aussi un bijou, dans le sens où c'est quelque chose que les gens voient, et une montre, on ne l'achète pas uniquement pour ses fonctions techniques, mais beaucoup pour son esthétique, sa personnalisation, parce que c'est un accessoire de mode. Et voilà. Donc on Apple, le porte sur soi. Enfin voilà, c'est un wearable device. Et puis c'est pas un smartphone qu'on met dans sa poche et qu'on pose quelque part. C'est du moment où il est à un poignet quelque part sur nous, ça devient plus de l'ordre du bijou, comme une montre. Voilà, c'est de la mode et ils ont débauché ces gens-là pour comprendre le marché de la mode. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc, on va parler maintenant d'une éventuelle montre, en tout cas un objet wearable. Donc, comment on peut traduire ça ? On avait trouvé un terme dans Upload, c'était l'informatique... Portée ? Non, portée ou transportée, ou je sais plus. Bon, enfin bref. A priori, ça serait une montre, puisque ça a l'air d'être quand même form factor de beaucoup d'autres. A priori, elle s'appellerait pas l'iWatch, ou peut-être. Ça m'étonnerait, moi, qu'elle s'appelle l'iWatch. C'est un peu classique comme nom, mais... Ouais. On verra. Les rumeurs sur ce qu'elle va embarquer, et là encore c'est des rumeurs parce que contrairement à l'iPhone, il n'y a pas de pièces qui ont fuité de Chine, hein. On n'a rien vu, donc à mon avis ça va juste être une annonce comme ils ont fait pour l'iPad, ils vont l'annoncer 1 an avant ou 6 mois avant, et ils ne l'ont pas encore mise en production, donc
ça sera pas dispo à Noël. C'est une information importante à retenir. Je pense qu'une fois de plus, ils veulent un peu peut-être voir les réactions du public quant à l'annonce et voilà, affoler la concurrence. Faire monter la pression, affoler la concurrence et bien fixer les prix. Non, puis c'est la technique qu'ils ont utilisée pour l'iPad et d'autres produits. Ça permet d'éviter les fuites que de montrer un produit qui est pour l'instant que dans les laboratoires Apple et qui n'est pas encore passé en production en Chine, à Schengen et autres, quoi. Parce que là, on sait que c'est un peu la passoire pour les annonces. A priori, il y aurait un OLED curved, donc arrondi. Oui, enfin flexible. Alors flexible, on ne sait pas. Moi, je vois pas bien. Mais alors, c'est vrai que le saphir est quand même un peu souple. L'écran souple. C'est un petit peu souple, donc peut-être qu'elle serait effectivement pas complètement rigide. Je serais très curieux de voir ça. À voir. En tout cas, l'écran, ça dépend de la taille de l'écran, mais une fois de plus. Si c'est au poignet, il faut que ça soit un minimum flexible, donc ça dépend de la taille de l'écran, à voir. Oui, enfin, quand on voit la moto 360, c'est ça? Oui, mais c'est ça, mais elle est vraiment... Là, c'est la grosse montre lourde. Oui, mais elle se contente juste sur un côté de ton bras. Donc là, ça serait peut-être plus un bracelet qu'une montre. À voir. A priori disponible en 2 tailles, peut-être un modèle féminin, un modèle masculin. Encore que je pense qu'Apple ne ferait pas la distinction des sexes, ferait plutôt un petit modèle et un grand modèle, parce qu'il y a des hommes qui ont des petits poignets et qui veulent un petit modèle, et des femmes qui ont des gros poignets. Non, il y a des femmes qui aiment porter des grosses montres. Oui, voilà, c'est comme je disais, c'est vraiment une question de goût, et c'est un peu... pas misogyne, mais classé par sexe, c'est un peu réducteur. C'est un peu réducteur. Ce qu'on est à peu près sûr, en tout cas, si c'est bien une montre ou un bracelet, c'est que ça va être vachement focusé au niveau santé, puisque Apple sort une... Healthcare. Non, pas Healthcare. Health Kit. Donc, qui va être un ensemble une appli qui va récolter toutes les données. C'est un petit journal qui va regrouper toutes les données des capteurs, et là justement cette montre a priori ou bracelet va embarquer énormément de capteurs santé pour mesurer votre sommeil, votre pouls, votre pression sanguine et tout ce genre de choses. Donc ça sera un gros focus santé, en tout cas on pense. Il y aura peut-être du NFC, et même je sens ça assez cohérent. S'ils mettent le NFC dans leur smartphone, Apple, il y aura probablement des interactions entre l'iPhone et le bracelet ou la montre. Donc ça serait assez cohérent qu'ils mettent le NFC. Ça peut permettre aussi des paiements. Exactement. Voilà, et puis ça peut permettre de le matin faire par le pouvoir du crâne, tu vois, en entrechoquant. Non. Bon, bref. Au niveau du chargement, on parle beaucoup de chargement sans fil, qu'ils auraient testé du chargement solaire, mais que ça n'a pas donné le résultat. Et c'est vrai que chargement, qui dit chargement, dit batterie. Ça va être tout l'enjeu, en fait, de cet objet. On a vu que toutes les autres montres ont vraiment un problème de batterie et de durée. Même la dernière Motorola, qui est très séduisante, même si je la trouve encore très grosse et que moi je la porterai pas, ont des faibles autonomies. À part la WeThings, mais pour le coup là, c'est plutôt un capteur que... Ouais, WeThings, voilà, on est plus dans du bracelet capteur. Mais c'est vrai que la batterie est un gros problème. Là, on parle justement d'un chargement sans fil. Apple chercherait peut-être... Et alors, c'était les rumeurs de ce matin. En fait, Apple n'aurait pas sorti une super bonne batterie pour l'iWatch. Et donc, chercherait certainement un système pour qu'on la recharge le plus facilement possible. Maintenant, moi, je sais que si c'est un chargeur sans fil où je dois reposer mon poignet et de me dire qu'il y a du courant qui passe dans mon bras pour charger un truc qui va chauffer sur mon poignet, ça va pas m'aller du tout, quoi, comme système de chargement. Comme je pense beaucoup de monde, on va être très méfiant. Donc, mais à voir s'ils vont pas installer un système de, par exemple, tu mets quelque chose sous ton bureau et pendant que toi tu es sur ton ordinateur, le tapis de souris recharge. Ou peut-être un truc, une batterie qui se déclipse sans que tu aies enlevé ta montre, mais ça j'y crois pas trop, c'est pas Apple. On verra bien. Là, beaucoup de mystères quand même sur la batterie, et c'est là où on l'attend le plus au tournant, la forme et la batterie. Donc, comme je l'ai dit au début, elle sera
Et là, à mon avis, c'est quasiment sûr. Elle ne sera pas disponible en 2014, fin 2014. C'est pas le cadeau de Noël de cette année. Elle sera peut-être dispo assez tôt, en 2015, s'ils font vraiment tourner à fond les usines et qu'ils exploitent les enfants. Ne rentrons pas dans ces polémiques-là. Une citation quand même de Johnny Ive qui veut peut-être un peu tout dire. Bah, a priori, il a dit la Suisse a du souci à se faire. Donc là, soit il cible en effet le marché des montres suisses, soit le design suisse. Enfin, voilà. Après, c'est peut-être le fromage ou les banques. Peut-être qu'on aura un Ive fromage. Ouais. Non, c'est complètement con ce que je dis. Mais bon, voilà. C'est toi qui le dis, c'est pas moi. Je suis tout seul au milieu du gué. Bravo. Autres annonces. Alors, qu'est-ce qu'on risque de voir à cette keynote? Et puis, on va terminer là-dessus. La probabilité qu'ils annoncent un nouvel iPad, elle est relativement faible. Peut-être une modification incrémentielle de l'iPad Air. Oui, bah, comme on en avait discuté, là, c'est assez gênant d'avoir le Touch ID sur l'iPhone et pas sur l'iPad. Donc pourquoi pas rajouter le Touch ID sur la nouvelle génération d'iPad Air. Mais je pense que voilà, comme tu dis, les modifications seraient vraiment minimes. Ça serait plutôt une mise à jour. Un truc qui serait peut-être pas minime, moi qui utilise l'iPad toute la journée pour bosser, c'est un écran anti-reflet. Ça serait super qu'Apple mette un écran. Ils savaient super bien faire des écrans mat autrefois, Apple. Et c'est vraiment con qu'on n'ait pas un iPad avec un écran mat. Il y aura peut-être, et justement pour rebondir sur l'actualité, un focus sur la sécurité, parce que c'est vrai que ça devient un enjeu majeur. Bah, surtout voilà, même si le scandale, entre guillemets, des photos sur iCloud, etc., porte sur ce domaine-là et pas sur les paiements, s'ils veulent se lancer sur des choses de paiement avec les grands prestataires qu'on a cités tout à l'heure, il serait intelligent qu'ils rassurent le public quant à la sécurité chez Apple. Donc, à la sécurité des données qu'on laisse, que ça soit photos ou données bancaires. Ouais, Tim Cook a déjà, dans une interview au Wall Street Journal, donné des premières pistes sur le renforcement de la sécurité. Moi, s'ils mettent vraiment le Touch ID sur tous leurs devices, ça serait super d'avoir des systèmes de code liés aussi à ton empreinte digitale. L'empreinte digitale en elle-même n'est pas assez sécurisée, mais si tu fais un système de double sécurisation, code plus machin, ça peut être intéressant. Pourquoi tu souris? Ça me fait penser, je connais quelqu'un qui a acheté un Huawei. Assez bas de gamme, je crois. Hein. Et en fait, pour le débloquer, il faut cligner des yeux ou regarder son smartphone. Non mais voilà. J'imagine le futur. Ok Siri. Putain, on va avoir l'air malin dans la rue. Mais en fait, t'es pas obligé de cligner les yeux, c'est une protection supplémentaire. D'accord. Mais voilà, une photo, ça marche pas, c'est vraiment les yeux, quoi. Et ça va être beau là. Mais c'est pour le coup, c'est marrant parce que ça fonctionne. Enfin, c'est hyper rapide. Enfin, ça m'a vraiment. Mais ça lit quoi, les veines qu'on a dans l'œil je sais pas du tout, mais en tout cas, c'est super rapide et plus rapide que le Touch ID. Après, c'est peut-être une impression, mais c'est vrai que quand tu regardes ton téléphone et qu'il se débloque, t'es là, waouh. Ouais, ça doit être assez impressionnant. Dans les autres rumeurs, éventuellement YouTube, Bono qui viendrait faire de la musique pendant la keynote, on s'en tape. Bon, on sait qu'ils sont qui fricotent pas mal avec Apple, avec les éditions Red. Ce que ça veut par contre dire, c'est qu'un groupe de cette taille-là qui viendrait à une keynote, ça veut dire que c'est quand même de la grosse keynote. Donc, à voir. Au niveau iOS 8 et Yosemite, tu penses qu'il va y avoir des annonces ? Bah, je pense que vu comment, ce qu'ils ont annoncé pour Yosemite à WWDC, comme quoi Yosemite allait être vraiment très lié à iOS 7, iOS 8 pour le coup, avec les synchronisations, tout ce qui est continuity. Je commence quelque chose sur mon ordinateur, sur mon iPad, ça se balance automatiquement sur tous mes autres devices et je peux reprendre l'écriture, ce que j'étais en train de faire. Je pense qu'on est tous très impatients de pouvoir tester ça. Et s'ils veulent autant les lier, pourquoi ne pas en parler, notamment pour HealthKit. Il y aura, à mon avis, il n'y aura pas d'énormes annonces au niveau software, mais iOS 8 sera probablement, même sûr, sur les iPhone 6. Ah bah oui. Là où je suis curieux, c'est qu'au niveau de l'iWatch, ça va quand même demander un redéveloppement d'app. Donc ils vont peut-être parler d'un développement kit
pour l'iWatch, il l'annonce Peut-être pas forcément un nouveau développement. Je sais que pour CarPlay, en gros, on refait CarPlay, c'est le système embarqué dans les voitures d'Apple. Oui, Ouais. tout à fait. En gros, tu développes pas une nouvelle application dans l'application smartphone. Tu vas brancher des fonctionnalités de l'application qui sont développées sur le smartphone pour les brancher aux emplacements disponibles dans CarPlay afin que ça limite ce que tu puisses faire en fait dans l'application CarPlay. Bon, là, je schématise et pour le coup, je suis pas du tout développeur. Moi, on me l'a expliqué vraiment en mode noob, personne qui ne développe pas. Et du coup, on m'a dit que c'était pas si contraignant. C'est contraignant, mais c'est pas si compliqué que ça. Voilà. D'accord. Voilà, on a fait un petit peu le tour des rumeurs. Nous, on peut pas se cacher qu'on est assez... Enfin, moi, je suis assez excité par cette keynote. Marion, toi, peut-être un petit peu moins, mais quand même un petit peu plus que d'autres fois, non Oui, un petit peu plus que d'autres fois, mais bon, moi, j'étais très intéressée par l'annonce d'iOS 7 l'année dernière, donc pour le coup, cette année, c'est pas comparable. Ouais. Mais je suis quand même très intéressée par l'iPhone 6 et surtout les wearable devices, parce que c'est quelque chose qui est en constante progression cette année. Ça, on n'a fait que parler de ça. Donc, si Apple propose quelque chose, forcément, ça va influencer le marché et le développement des futurs wearable devices. Après, on est les premiers à comprendre l'agacement que peut susciter les keynotes auprès des gens qui sont pas... fans d'Apple. Il y a un côté complètement irrationnel. Apple le manie très bien. On parlait de l'effeuilleuse en début d'émission. Ils savent cultiver une certaine sexiness et un mystère autour de leurs produits que pour l'instant, il y a peu de marques qui arrivent vraiment à le faire. Et c'est quelque chose en marketing que tout le monde admire chez Apple. Mais c'est aussi un peu agaçant parce qu'on se dit... Tout ça pour ça, quoi. Finalement, il y a toute une partie de ce qui est annoncé comme des nouveautés chez Apple qui ne sont pas des nouveautés technologiques. Mais on va pas revenir sur le débat. Apple a une façon bien à eux d'implémenter la technologie. C'est pas forcément des précurseurs, c'est pas des pionniers, mais ils ont une façon de penser un peu à tout. Quand ils implémentent une technologie, c'est pour une bonne raison. Ça n'a pas toujours été une réussite, mais... Voilà. L'intérêt d'Apple, c'est qu'ils implémentent pas une technologie pour dire on a ajouté ça. Ils vont implémenter une technologie parce que ça va répondre à un problème, à une problématique donnée, pour vraiment améliorer le quotidien des personnes, leur donner de nouvelles possibilités et leur simplifier la vie, parce que le but, c'est comme ça qu'ils le vendent. Et ça fait bien longtemps qu'Apple ne fait plus des produits pour geeks ou fans de tech. Ils font des produits grand public. Donc, ils sont pas à la recherche de la dernière technologie, mais plutôt d'un nouvel usage et de nous vendre finalement des nouveaux usages. Un nouveau besoin. Qui, pour des early adopters, geeks et tout ça, nous, on a l'impression que c'est déjà de l'histoire ancienne parce que sur Android, ça existe depuis longtemps. On vous donne donc rendez-vous. Alors, on va tourner le 9 à partir de 8h dans mon salon. Je vais essayer de monter le plus vite possible, donc ça risque d'être un montage sommaire. Pour que peut-être que des couches tard dans la nuit du 9, ils pourront voir notre... Tu t'avances. Ouais, non, je m'avance, surtout qu'il peut y avoir plein de pains techniques. Au mieux, ça sera disponible le 10 au matin. Donc, notre after keynote, nos commentaires sur la keynote. Donc, on vous donne rendez-vous. N'oubliez pas aussi, là, dans les commentaires, de mettre, vos propres réflexions par rapport à la keynote. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir dans ce nouvel iPhone 6 ? Ton rêve, toi. Si tu avais un truc complètement fou qu'Apple pouvait faire, là... Pas complètement irraisonnable, mais un truc, tu sais que ça va pas arriver, mais t'aimerais quand même que ça arrive. Ça va faire rire les Android fans, mais des vrais widgets. Avoir une homepage, un accueil de smartphone intelligent et pas juste des bulles rouges pour me dire que j'ai des notifications dans une app, quoi. Parce que les widgets dans le centre de notification, j'appelle pas ça vraiment des widgets. C'est dur, mais tu as raison. Alors, c'est vrai que les annonces du rapprochement avec IBM m'intéressent beaucoup. J'aimerais qu'Apple lance une gamme pro, notamment au niveau des tablettes, au niveau des iPads. Je vais pas revenir avec mon stylet, je vais énerver tout le monde. Mais voilà, j'aimerais une gamme pro. Quitte à ce qu'elle soit plus chère, mais une gamme tournée vers le travail et l'entreprise, avec peut-être des niveaux de sécurisation. Ça serait pas mal. Donc, mais je pense pas que ça arrivera. Hélas. On vous donne rendez-vous le 9 ou le 10. Sur ce, passez une bonne fin de week-end. Nous, on va essayer de monter ce petit long module de Before After le plus rapidement possible. Et on va que vous puissiez le voir. Patienter jusqu'à mardi pour avoir les annonces. Exactement. See you. Bye.